On enfonce un peu beaucoup de portes ouvertes. Le seul problème, c'est que les portes, souvent, elles se referment ensuite et que beaucoup de jeunes femmes se trouvent bloquées dans leur progression, empêchées d'aller plus loin, n'ont pas de soutien, etc. Le capital de confiance dont on dispose jusqu'à l'âge de 7-8 ans, entre 8 et 13 ans, il diminue d'environ 30% pour les filles. C'est-à-dire que vos filles ou vos petites filles, il y a 8 ans, qui ont envie d'être astronautes, pompiers, mathématiciennes ou je ne sais quoi, ben entre 8 et 13, ça se dilue un peu. Il y a 30% de ce capital de confiance qui disparaît. Les femmes sont intelligentes, les femmes ont des rêves, les femmes ont un capital de confiance. Il faut juste les aider et leur permettre, comme disait Ruth Bader Ginsburg, laissez-les respirer. Laissez-nous respirer. Il ne faut jamais oublier qu'il peut suffire d'une crise politique, économique, religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Et on le voit, on l'a vu avec l'Afghanistan, on le voit avec l'Iran. En 1950, les femmes en Iran, elles étaient habillées comme nous et elles allaient danser. On le voit pour l'accès à l'avortement des femmes ukrainiennes. En général, elles sont réfugiées en Pologne et en Pologne, le droit à l'avortement est tout sauf évident. On le voit aux États-Unis. Puisqu'on a eu Roe versus Wade, et donc il y a des États qui reviennent sur ce droit à l'avortement. On pensait que ce serait toujours des pays qui étaient économiquement moins développés qui remettraient les droits des femmes en question, mais on a la preuve que ce n'est pas vrai. Alors j'ai un appel à vous faire. Les députés européens ont lancé quelque chose qui s'appelle le pacte Simone Veil, et leur ambition, c'est que dans chaque parlement national des 27 pays membres de l'UE, on mette toutes les législations sur le droit des femmes au niveau le plus haut du meilleur pays de l'Union européenne. Donc parlez à vos députés européens et poussez-les à faire ça pour la campagne des européennes. Alors oui, on a fait beaucoup de progrès, mais je crois que tant qu'on associera le mot faible au mot femme, la société jugera que les femmes ne sont pas aptes à être au pouvoir, parce que être au pouvoir, c'est être un homme fort, et grâce à Jean Hervé, ce soir, nous allons changer cela. La reconnaissance de la contribution de ces femmes qui font le petit commerce, parfois très informel, à l'économie de leur pays, à la fin, c'est une très très grande contribution. C'est un monde qui ne reçoit pas les éloges qui devraient vraiment aller vers ces femmes-là. Elles sont fortes, elles sont résilientes, elles produisent beaucoup avec très très peu, et elles sont partout dans le monde. Leur courage et parfois des femmes qui ont un niveau minimal d'éducation ou peut-être pas d'éducation, mais qui, moi je pense que les femmes sont nées intelligentes. Bien, bonjour de nouveau à tous et à toutes. Merci d'être là un peu tardivement. On a une session absolument extraordinaire, unique, bien qu'elle ait été un peu écourtée, disons, par la session précédente. Le titre, donc, c'est « Où sont les femmes ?» et vous voyez qu'il y en a 4 sur scène, c'est déjà pas mal. Et c'est très inédit à Aix, qui est une plénière avec uniquement des femmes, c'est très très rare. Et quelle femme? Alors, on a la présidente de la BCE, donc évidemment, on ne la présente plus. On a la secrétaire générale de l'OIF et on a la secrétaire d'État aux affaires européennes. Donc, 3 femmes extrêmement puissantes qui ont des carrières totalement remarquables. Et je vais essayer de montrer à quel point elles sont remarquables en tressant, pour introduire cette session, un rapide tour d'horizon d'où on vient et où on est, et on n'est pas vraiment encore arrivé en matière d'égalité homme-femme. Donc en 1945, c'est à peu près là que commence le monde moderne, il y a 0 pays dans le monde où les droits des hommes et des femmes sont identiques. 0. En 2022, la Banque mondiale suit l'égalité en termes de droits entre les hommes et les femmes sur la planète. Il y a 12 pays où il y a une égalité parfaite dans le droit entre les hommes et les femmes. Ces 12 pays sont tous en Union européenne. Tous. Dont la France, oui, dont la France, bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais que vous ayez en tête, parce que c'est pas par hasard, hein, l'Europe est un endroit particulier de ce point de vue-là. Ça veut dire qu'il y a 178 pays où les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Alors, est-ce que cette égalité de droits, qui est de fait chez nous une réalité, se traduit par une égalité de carrière, de chance? Non. Hein, la discrimination, bon, évidemment, quand elle est légale, c'est un obstacle très clair, mais il y a une forme de discrimination qui est culturelle, qui dure dans le temps
et qui est très très dur évidemment à secouer. Donc je prendrai là 2-3 chiffres avant de donner la parole à nos panélistes, mais depuis 40 ans, les femmes sont plus diplômées que les hommes. Donc les femmes réussissent mieux à l'école, quels que soient les critères que vous considérez, les redoublements, les mentions, etc. Et de ce fait, elles réussissent mieux aussi à l'université. Donc dans les pays de l'OCDE, plus de 60% des diplômés du supérieur sont des femmes. Et c'est un état qui dure depuis de nombreuses années maintenant. En France, dans les années 80, il y avait à peu près l'égalité hommes-femmes à l'université. Depuis, les femmes sont plus diplômées. Alors ça a eu des effets d'ailleurs aux États-Unis au moment de la crise de 2008. Le chômage des femmes était en dessous de celui des hommes parce qu'elles sont tout simplement plus diplômées. Néanmoins, et je prends l'exemple de l'Europe qui est plus égalitaire a priori que le reste du monde, si on regarde le nombre de dirigeantes, le pourcentage de dirigeantes dans les entreprises européennes, c'est 28%. Donc il y a un décalage entre la massification de l'enseignement supérieur auprès des filles et leur performance économique dans leur carrière. S'il y a aussi 16% des entreprises qui n'ont aucune femme dans leur équipe dirigeante, aujourd'hui, en Europe. Donc on voit bien qu'il y a quand même des plafonds de verre, et une profession, la mienne, qui a été particulièrement bien documentée, et on met en évidence la discrimination, c'est celle des économistes-chercheurs. Alors pourquoi c'est particulièrement bien documenté? Parce que nous, on a des tas d'outils pour, si vous voulez, séparer ce qui est corrélation et ce qui est causalité. Et donc on fait par exemple des expériences contrôlées, et ça nous permet de mesurer le poids de la discrimination. Donc un panorama qui n'est pas tout rose, évidemment, on a fait des progrès depuis 1945, mais avec des obstacles énormes qui subsistent. Et de ce fait, je vais passer à tour de rôle, donc par ordre des fauteuils, la parole à ces panélistes exceptionnels qui non seulement sont des rôles modèles, donc des exemples, mais en plus, évidemment, de par leur activité professionnelle, ont du recul sur ces questions. Donc, Madame Lagarde. Je pensais que vous alliez me poser une question, mais vous ne me posez pas de question. Ah non. Non, alors je vais en profiter pour dire 3 choses préliminaires. D'abord, je voudrais remercier le Cercle des économistes, Jean-Hervé Lorenzi et toute sa bande, parce que faire un panel qui a pour titre « Où sont les femmes ?», c'est prendre le risque que vous ayez tous oublié la chanson fameuse dont certains se souviennent. Et puis, c'est prendre un risque, parce qu'il y a un certain nombre d'auditeurs qui probablement sont totalement rasés par le sujet parce qu'ils ont l'impression qu'il ne les concerne pas. Donc le défi que je nous lance à nous, c'est de faire en sorte que chacun comprenne que c'est un défi pour nous tous, et pas seulement pour les femmes. Première remarque préliminaire. Deuxième remarque préliminaire, quoique femme, je vous assure que je passe l'essentiel de mon temps à lutter contre l'inflation. Troisième remarque, pour convaincre le monde entier, et en particulier les observateurs, les analystes et les marchés, que je ne m'occupe que de l'inflation, je parle très rarement maintenant de la question des femmes, sauf le 8 mars. Mais aujourd'hui, compte tenu du courage de Jean-Hervé Lorenzi et de vous tous, du Cercle des économistes, de traiter de la question de où sont les femmes, je suis vraiment heureuse d'être dans ce panel où il n'y a que des femmes. Madame la secrétaire générale. Merci beaucoup. Ça, c'était juste mes remarques préliminaires, je ferai le reste après. D'accord. Merci beaucoup. Je tiens aussi à exprimer mes remerciements au Cercle des économistes et au fait d'avoir cette belle conversation entre femmes et devant beaucoup d'hommes et de femmes qui soutiennent les femmes. Le paysage mondial est très contrasté sur la question de l'avancement des femmes. Je suis africaine, je viens du Rwanda, je connais un peu le continent, je connais un peu le monde. J'ai passé 22 ans aux États-Unis d'Amérique, j'ai vécu en Afrique du Nord et je vois qu'il y a beaucoup de progrès. Beaucoup de progrès. Mais en ce qui concerne l'accès des filles au savoir et à l'argent,
il y a des progrès à faire. Je crois personnellement que l'éducation des filles dans le monde est la clé qui va faire sauter beaucoup de verrous, qui va ouvrir beaucoup de portes. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, je pense que c'est le Bureau international du travail qui dit que 70% des pauvres dans le monde sont des femmes. C'est inacceptable. Alors, on parle souvent dans le monde, je connais un peu moins l'Europe que le reste du monde, on nous parle des blocages, on nous parle des préjugés, et on met ça sur le compte de la culture. Eh bien, ce n'est pas vrai. Je ne pense pas qu'il y ait une culture qui donne le feu vert pour que les filles soient moins bien traitées que les garçons, que les femmes ne jouissent pas de leurs droits. Et je crois qu'il est très important de pouvoir passer en revue les pratiques qui sont un peu partout dans le monde entier. Et comme Christine l'a mentionné tout à l'heure, c'est aussi un travail d'homme. Et donc, n'utilisons pas trop la culture quand c'est juste une injustice. Troisièmement, moi, j'aimerais évoquer la volonté politique. Je suis politicienne, j'ai évolué dans le monde privé et j'ai travaillé pour un gouvernement. La volonté politique, c'est l'ingrédient le plus important pour pouvoir faire avancer les femmes, pour les placer là où il faut qu'elles soient, pour s'assurer que les lois qui favorisent les femmes, qui leur donnent leurs droits, sont respectées. Il faut donner l'exemple aussi. Il faut casser les préjugés par l'action. Et quand je passe en revue les pays du monde francophone que je connais assez bien, du Sahel à l'Asie du Sud-Est, au Liban, à Haïti, les femmes ont les mêmes aspirations, les mêmes, que toutes les femmes dans le reste du monde. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est d'agir, tout simplement. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de remède miracle. Il faut la volonté politique pour que les femmes, à commencer par les petites filles, puissent vivre dans un monde où elles sont épanouies, où elles n'ont pas, on en parlait tout à l'heure avec la modératrice, cette forme de timidité, de manque d'agressivité positive pour pouvoir négocier ce qui leur est dû. Merci beaucoup. Laurence, Madame la secrétaire d'État. Merci. D'abord, un énorme merci à Jean-Hervé et tout le cercle des économistes pour effectivement avoir lancé cette session. Je crois que Jean-Hervé a fini par céder à la pression pour faire une magnifique session. Donc, merci. Et je vais montrer à Jean-Hervé qu'il a eu raison. Je vais demander à toute la population ici qui a un niveau, par exemple, Bac plus 5, de lever la main. Ok, maintenant que les femmes. Elles sont très nombreuses. Maintenant, que tous ceux qui sont chefs d'entreprise lèvent la main. Maintenant que les femmes. Jean-Hervé, tu as eu raison, tu n'es pas une femme. Je pense que c'est très important parce que ce que j'essayais de montrer ici, c'est que nous quatre, les femmes qui ont levé la main dans l'Assemblée, nous sommes un peu un arbre, des arbres qui cachent la forêt. Et à deux égards. Le premier, c'est que si vous regardez, vous avez parlé de politique, Louise, vous êtes politicienne, regardez ce qu'on a en Europe. Nous avons effectivement 4 femmes à la tête de puissantes institutions, à commencer bien sûr par Christine,
Ursula, Odile Renaud-Bassot, que vous connaissez à la BERD, et Roberta Metsola au Parlement européen. Mais après, quand on creuse un peu, au Parlement européen, il y a seulement 1/3 de femmes. Au Sénat, il y a 1/3 de femmes. À l'Assemblée, 1/3 de femmes. Si on creuse encore une fois et qu'on regarde les commissions du Parlement européen, les commissions, c'est, comme vous savez, là où on rédige les lois, donc c'est le lieu d'influence, le lieu de pouvoir du Parlement européen, et là, on ne va pas trouver de femmes. Pas tellement à la tête des commissions et pas dans les commissions. Donc ça, c'est le premier arbre qui garde la forêt. Et si on regarde les gouvernements européens, des 27, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les 2/3 des hommes ont des fonctions régaliennes et sont ministres d'État. Et quand on compte le nombre de femmes ministres de l'économie et des finances, et je rends hommage à Christine une nouvelle fois, elles ne sont que 4 sur 27. Donc ça, c'est le premier arbre qui cache la forêt. Je crois qu'on doit remercier toutes ces femmes qui sont des porte-voix et qui passent tellement de temps à promouvoir les femmes, mais il y a quand même du boulot. Le deuxième arbre qui cache la forêt, c'est que, comme vous savez, les métiers très féminisés sont ceux où on gagne le moins d'argent. Et d'ailleurs, quand une profession se féminise, les salaires baissent. La deuxième chose, depuis 2010, les inégalités en termes d'accès à l'emploi, en termes d'accès à l'éducation, en termes d'accès à la santé, et on parle d'Europe ici, elles ont augmenté. Et la troisième chose, et vous l'avez évoqué, c'est que les femmes qui ont un contrat temporaire, elles ont 78% plus de risques de se faire harceler. Alors oui, on a fait beaucoup de progrès, mais je crois que tant qu'on associera le mot faible au mot femme, la société jugera que les femmes ne sont pas aptes à être au pouvoir, parce que être au pouvoir, c'est être un homme fort, et grâce à Jean Hervé, ce soir, nous allons changer cela. Merci infiniment pour ce premier tour de table. Vraiment, ça fait envie. on est très contents tous d'être là. Donc, on a une vision, je crois, un peu plus complète du diagnostic. On a eu des progrès qui sont indéniables, mais encore beaucoup de travail devant nous. Et donc, la question suivante, évidemment, c'est quels seraient un peu les leviers, en fait, les solutions qu'on pourrait apporter. Donc, personnellement, parce que je pense qu'il y a en tout cas des preuves qu'il y a la discrimination dans certaines professions, ça a changé mon point de vue sur les quotas. Donc, parce que les quotas, on peut dire oui, bon, elles sont là parce que c'est des filles, mais s'il y a de la discrimination, c'est-à-dire si des préjugés empêchent certaines catégories de personnes d'accéder à des responsabilités où elles seraient utiles, le fait de les imposer, on se rend compte que finalement, ce n'est pas un effondrement. Donc les quotas en politique, ça a montré que oui, les femmes, c'est des très très bons hommes ou femmes politiques ordinaires. Je pense donc que, par exemple, ça peut être une solution. Donc je me tourne vers Christine et je lui demande, question, quelle serait pour elle, donc avec l'expérience qu'elle a eue au FMI, puis à la BCE, en tant que ministre, quelles seraient les solutions qu'elle envisage pour politique pour promouvoir donc l'égalité entre les gens. D'abord, je crois qu'il faut mesurer les gains que l'on peut réaliser comme société, comme économie, si tous les êtres humains que nous sommes, hommes et femmes, avons les mêmes droits, les mêmes accès, les mêmes rémunérations pour les mêmes postes, la même liberté de choix aussi, parce que je crois qu'on n'est pas nécessairement bon ou mauvais si on est chef d'entreprise ou si on n'est pas chef d'entreprise. Mais c'est la liberté de choisir et la totalité des droits qui sont importants. Donc si tout ça est préservé, et si par exemple les femmes accédaient à l'emploi dans les mêmes conditions que les hommes, on est capable de calculer par exemple dans l'Union européenne qu'on aurait probablement à peu près 10 millions de salariés en plus. On aurait une augmentation du PIB de l'ordre de 10% d'ici 2050. Et ça veut dire un enrichissement de nos économies, tout simplement par l'apport de nouvelles richesses, de nouvelles activités, de nouvelles compétences, de nouveaux talents. Donc, sachant qu'on peut aller dans cette direction-là, sachant que par ailleurs, les femmes sont souvent, et je pense que l'exemple du Rwanda, dont j'espère que Louise pourra nous dire quelques mots, sont des acteurs de la paix
et souvent d'une paix qui est plus durable que lorsqu'elles sont négociées par des groupes qui excluent les femmes. Je crois que dans ces conditions-là, on a des objectifs vers lesquels on peut aller. Alors après, il faut mettre des incitations. Vous êtes une grande économiste, vous connaissez le rôle des incitations, le rôle des sanctions. Je pense que la France a été capable de décider un certain nombre de points qui ont permis des avancées. Aujourd'hui, si on a 40% de femmes à l'Assemblée nationale, c'est tout simplement que les textes qui ont été appliqués ont permis l'accès des femmes à la députation. Si on a aujourd'hui 45% de postes d'administrateurs dans le SBF 120, c'est grâce à la loi Copé-Zimmermann qui avait fixé des seuils, des périodes de temps qui permettent d'accéder à ces résultats. Ça, c'est une première chose. Donc, fixer des règles, mettre en place des incitations et des sanctions. Deuxièmement, mettre en place l'infrastructure nécessaire. Il y a des moments dans la vie des parents, je ne dis pas des femmes, je dis des parents, il y a des moments durant lesquels c'est difficile de tout faire à la fois. Vous l'avez vécu, nombre d'entre vous l'ont vécu, je l'ai vécu aussi. Pendant ces périodes-là, il faut faire deux choses. Premièrement, il faut avoir des infrastructures qui permettent de soutenir et d'aider les parents dans leur mission vis-à-vis de leurs enfants. Puis deuxièmement, il ne faut pas mettre en place des mécanismes qui sanctionnent celui ou celle qui décide de prendre un peu de temps, d'arrêter sa carrière pendant 6 mois pour s'occuper de sa famille. Donc là aussi, ce sont des mécanismes législatifs ou des mécanismes qui sont convenus au sein des entreprises pour tout simplement permettre exactement le même déroulement de carrière lorsque un père ou une mère a décidé de prendre 6 mois pour s'occuper d'un enfant. Et puis troisième catégorie extrêmement importante, c'est ce que vous appeliez, Louise, tout à l'heure, cette espèce de biais cognitif un peu étrange qui amène la société à considérer les femmes dans leur contribution économique, dans leur participation intellectuelle, dans leur participation à des panels, comme étant un tout petit peu des sous-hommes. Vous ne le réalisez pas aujourd'hui, mais je vous assure qu'il y a un certain nombre d'études tout à fait pertinentes qui ont été effectuées et qui dénotent que tous, hommes et femmes d'ailleurs, on a ce biais cognitif discriminant à l'égard des femmes. Mais ça, il faut qu'on arrive à se l'extirper. Et il faut qu'on accepte de considérer qu'un homme ou une femme, dès lors qu'il fait la preuve de ses mérites, dès lors qu'il est capable de s'engager, peut contribuer exactement dans les mêmes conditions et parfois même un tout petit peu mieux. Mais pas toujours. Louise, on est très intéressés d'avoir votre point de vue. Merci. Alors, le Rwanda, mon pays, est un pays qui a décidé de donner la place qui revient aux femmes, à commencer par notre Parlement, qui est à 63% féminin. Mais ce choix politique s'est trouvé renforcé par l'apport des femmes dans la reconstruction du pays après le génocide, dans l'implication des femmes politiques. Par exemple, ces 63% femmes parlementaires ont commencé par voter des lois extrêmement importantes. Elles ont fait du lobby, plaidoyer, elles ont parcouru le pays et sont revenues, elles ont récolté les besoins et les attentes des femmes et les ont amenées au Parlement, elles ont légiféré. Et parmi les premières lois qui ont été applaudies par tout le pays dans les années 2005-6, c'était l'accès à l'héritage par les femmes. Ce qui était peut-être cette fois-ci culturel, c'était que c'est le garçon de la famille qui héritait et qui, par sa bonne foi, partageait un petit peu ce qui est richesse familiale avec les sœurs ou les femmes dans la famille. Ça a eu un effet immédiat parce que dans un pays où il y a eu le génocide, la guerre, etc., il y avait beaucoup de problèmes de patrimoine,
des tribunaux qui n'en finissaient pas avec des querelles familiales. Et cette loi a aussi donné beaucoup plus de statut à la femme. Le fait qu'elle puisse hériter, même si c'est un petit lopin de terre, dans la société a changé le statut de la femme. Ces mêmes femmes au Parlement se sont assurées aussi de mettre en place des lois très sévères par rapport à la discrimination ou aux crimes commis contre les femmes et les filles, dont le viol, etc. Et donc, avec le temps, la société, les hommes et les femmes, se sont rendus compte que la femme rwandaise a un apport très important dans la société. J'ai eu le grand plaisir d'observer à une élection législative vers les années 2008 où les hommes s'alignaient derrière une femme pour voter pour elle, en disant elle a éduqué des enfants de la famille élargie, parce que ça arrive, elle a su contribuer économiquement à son ménage. Les hommes expliquaient pourquoi ils votaient pour ces femmes-là. Mais bien évidemment, oui, le Rwanda est très avancé dans ce domaine-là, mais il y a encore des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes d'accès à la finance par les femmes. C'est très lié aussi à l'éducation. C'est lié au manque d'éducation sur tout ce qui est financier, économique, l'éducation dans les sciences, un aspect très, très, très important. Et donc, moi, je dirais que ce qu'on observe dans certains pays, ce qui va bien en France, par exemple, est-ce qu'on peut le partager? Est-ce qu'on peut disponibiliser ces pratiques pour que d'autres pays puissent s'en inspirer, les changer, les adapter, etc. C'est très, très important. Une autre chose, c'est qu'il y a des femmes qui ont fait beaucoup de belles choses. Et elles sont partout. Elles sont partout dans le monde. Je pense souvent à une femme kenyane que je connaissais bien, qui était la reine de tout ce qui est environnemental et conservation au Kenya, prix Nobel, Wangari Maathai, qui a fait le tour du pays, de son pays, en mobilisant les communautés kenyanes pour que ces communautés puissent faire leurs réclamations par rapport à la protection de l'environnement. Cette femme-là, au Kenya, c'est plus qu'une rôle modèle. C'est une femme qui a changé la vie des Kenyans. C'est une femme résiliente, forte. Malheureusement, elle est décédée. Mais il n'y a pas que elle. Il y a des femmes prix Nobel de l'économie. Il y a des femmes qui ont créé des universités. Il y a des femmes... Je pense que toutes ces histoires, ces belles histoires de femmes, doivent aussi être disponibles et partagées. Une chose qui s'est fait aussi beaucoup dans mon pays, c'est de changer les stéréotypes. Par exemple, en positionnant des femmes dans des postes traditionnellement réservés aux hommes. Chef de police, commissaire de police pendant plusieurs années, une femme, directrice d'une grande banque commerciale, une femme, ministre des Affaires étrangères que j'étais, une femme. Ce qui est important dans cela, c'est que le petit garçon et la petite fille grandissent en voyant des femmes et des hommes sans positionner les femmes d'une manière qui les minimise ou qui, comme la secrétaire d'État l'a mentionné tout à l'heure. Et ça c'est aussi gérer la société sans faire beaucoup de bruit. Quand les petits garçons voient une femme chef de police ou maire d'une grande ville, ils grandissent avec cette expérience-là. Et dans leur propre vie, dans leur propre vie professionnelle, même dans leur ménage, il y a un autre regard sur qui est la femme et ce que la femme est capable de faire. Merci beaucoup. Laurence.
Ah, c'est difficile, après ces deux femmes, d'ajouter encore. Alors, d'abord, commencer par faire des sessions comme ça, où on peut effectivement partager nos expériences, nos perceptions et nos politiques. Je crois qu'il est juste de dire, et Emmanuel, tu l'as dit en entrée, on a beaucoup de régulations, on a beaucoup de droits, de législations qui font avancer la cause des femmes. Et les quotas, Christine Lagarde le disait, font avancer la cause des femmes. Je crois que on était peut-être toutes réticentes un peu au début, mais ça marche. Vous avez toutes dit des choses qui, à mon sens, quand on voit en France, on est très avancé sur les quotas, en Europe aussi, on a des règlements, des législations qui favorisent les congés parentaux, l'égalité entre l'homme et les femmes, on a des infrastructures, on a des féministes depuis 80 ans, donc ça marche. Mais il y a quelque chose qui reste, je crois, qui était vraiment très, très, très important. C'est la perception, à la fois la perception des femmes et la perception de la société. Est-ce que vous vous rappelez la fois où Larry Summers a expliqué que nous, les femmes, Larry Summers, donc prix Nobel d'économie, on n'avait pas un cerveau fait pour les maths. En fait, quand on regarde les enquêtes, les études, les femmes, comme tu le disais Emmanuel, elles réussissent au moins aussi bien que les hommes quand elles font des maths, du français, des sciences. Et alors Marianne Bertrand, qui est une autre économiste extraordinaire, puisque nous sommes au cercle des économistes, montre que les filles qui sont dans des écoles non mixtes ne se posent pas la question. Elles font beaucoup plus de maths, beaucoup plus de sciences. Alors je ne veux pas dire qu'il faut faire des écoles non mixtes, mais ce que je veux dire, c'est qu'elles échappent aux stéréotypes, et là, elles peuvent se lâcher et progresser. Autre chose, on parle de la politique, parce que Christine le disait, la participation des femmes augmente le PIB, augmente l'emploi, augmente la création de richesses, et donc ce qu'on peut partager. Aux États-Unis, on a fait des études où on regarde comment la participation des femmes change la politique. Et ce qu'on a trouvé, c'est d'abord les femmes lèvent plus d'argent pour leur campagne politique que les hommes. Ça, c'est la première chose, c'est pas mal. La deuxième, c'est qu'elles font plus de lois que les hommes. Et non seulement elles font plus de lois que les hommes, mais comme elles sont en général assez coopératives, et vous en parliez très bien, elles co-signent plus de lois que les hommes. Mais cerise sur le gâteau, elles font voter ces lois plus que les hommes. Donc, je voudrais que nous admettions tous que nous sommes au moins aussi efficaces, si pas plus, en politique que les hommes. Et c'est pas moi qui le disais, pour ceux qui le veulent, c'est un journaliste américain qui s'appelle Tony Donkopil. Et ce que j'ai envie de dire ici et de rebondir sur ce que disait Christine, c'est qu'il faut que les femmes s'autorisent leur choix. Il n'y a pas de culpabilité à avoir si on aime travailler. Il n'y a pas de culpabilité à avoir si on passe son temps avec ses enfants différemment des autres. Il n'y a pas de métier bon pour les femmes. Moi, j'ai souvent entendu, il faut que tu sois prof, c'est bien, tu pourras avoir les mêmes vacances que tes enfants. Non. Et non seulement il n'y a pas de métier pour les femmes, il n'y a pas de stéréotypes comme ça, mais en plus, je pense qu'il n'y a pas mieux pour des enfants que d'avoir des parents, quels qu'ils soient, qui s'épanouissent et qui, quand ils consacrent du temps à leurs enfants, leur consacrent pleinement ce temps, plutôt que de penser en permanence « je me suis sacrifié pour toi ». Et donc pour moi, la chose qui nous reste à faire, c'est que vous tous ici, quand vous parlez à vos enfants, quand vous rencontrez des étudiants, quand vous parlez à vos neveux, aux amis de vos amis, vous dites aux filles qu'elles peuvent, et aussi elles peuvent choisir. Elles ne doivent pas, mais elles peuvent. Merci. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur pourquoi collectivement on a intérêt effectivement à intégrer les femmes. C'était quelque chose que Christine Lagarde a évoqué. Et en fait, en tout cas, dans ma discipline en économie, on peut s'étudier soi-même, donc on ne s'est pas gêné. Ce qu'on voit, non, mais c'est un avantage énorme. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les femmes et les hommes ne s'intéressent pas aux mêmes choses. Et ça, c'est vrai dans leurs études. Par exemple, la majorité des médecins aujourd'hui sont des femmes. Donc les femmes vont très naturellement vers la santé. Elles
elles vont plus facilement vers les sciences, vers les disciplines littéraires, et c'est là où les salaires sont plus bas. Donc ça explique une partie d'ailleurs du wage penalty, du fait qu'elles aient des salaires plus bas en moyenne. Et donc il y a cette façon d'appréhender les problèmes et la vie qui est différente sans doute entre les gens. En tout cas, en économie, on n'étudie pas la même chose. On a un prix Nobel, Esther Duflo, qui a fait de l'économie du développement. Elle n'a pas fait de la macroéconomie. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui en font, malheureusement, pas assez. Et donc, ça a des conséquences, évidemment, sur le type de résultats qu'on va obtenir, parce qu'elles sont moins représentées dans les instances dirigeantes, les femmes économistes, et leur point de vue est moins représenté. Donc, aux États-Unis, par exemple, quand on les interviewe, les femmes chercheurs, elles ont une vision du monde qui est assez différente des hommes. Elles ne pensent pas que les marchés sont très efficaces, par exemple. Forcément, elles pensent qu'il y a de la discrimination. Elles la vivent. Les États-Unis est un pays très discriminant contre les femmes, beaucoup plus que l'Europe. Et donc, elles vivent cette discrimination et du coup, elles perçoivent des inefficacités dans les marchés. Ça a des conséquences sur les politiques économiques, hein, parce que si vous pensez que les marchés marchent très bien tout seuls, évidemment, vous ne mettez pas en œuvre les mêmes politiques publiques que si vous pensez qu'ils ne marchent pas tout seuls. Et donc ça a des vraies conséquences pour tout le monde. Donc le fait que la perception des problèmes et ce qui est important d'étudier ou pas, c'est pas la même chose quand on est un homme et une femme. La deuxième chose, c'est que si vous regardez, et ça a été évoqué, la violence, 5% des détenus sont des femmes en France. Bon, 95% c'est des hommes. Ils sont plus violents, en tout cas, que les femmes, statistiquement. Et ça joue beaucoup, je pense, donc dans la politique. C'est important d'avoir des femmes qui négocient au plus haut sommet de l'État. Ça nous permettra, je pense, elles sont plus coopératives aussi, d'avoir un monde plus apaisé. Donc, un équilibre entre les sexes, à mon avis, serait des bienfaits pour le reste de l'humanité et pas uniquement que pour des questions de justice, pour des questions aussi d'efficacité économique, je pense. Donc, si vous voulez bien revenir sur cette question-là de qu'est-ce que les femmes peuvent apporter à l'économie mondiale, puisque c'est une conférence quand même sur l'économie, je serais extrêmement intéressée de votre point de vue. Je crois que j'ai déjà répondu un peu à votre question avec les 10 millions d'emplois créés supplémentaires, les 10% de PIB, etc. Ce qui m'intéresse, c'est peut-être de faire un appel au peuple, parce que, vous l'avez dit, la participation des femmes dans les études économiques, elle est très genrée, d'une certaine manière. Et ça serait vraiment, vraiment important que des jeunes filles s'orientent vers les disciplines qui sont souvent considérées comme des disciplines masculines. Vous avez mentionné la macroéconomie, on est en plein dedans, les spécialisations monétaires, les spécialisations financières, en général, sont peuplées d'hommes et de très peu de femmes. Et donc, à telle enseigne que, vous l'avez dit tout à l'heure, les chiffres varient, mais entre 55 et 60% des femmes sont diplômées de l'enseignement supérieur. Et donc, la différence avec le sang, ce sont les messieurs. Et les chercheurs femmes représentent 30% de la population des chercheurs. Donc, on a une première déperdition dans ce domaine. En ce qui concerne les femmes chercheurs, on descend à 25%. Donc, il faut absolument que les jeunes filles s'engagent dans l'économie pour qu'elles puissent ensuite rejoindre des domaines financiers, par exemple. Moi, je rêve de pouvoir embaucher plus de jeunes femmes économistes. Tous les garçons ne sont pas toujours très contents de m'entendre dire ce genre de choses, mais c'est pas grave. Et on a été contraint, Benoît Cœuré, qui est un ancien de la BCE, le sait, parce que ça avait commencé sous son égide, on a créé des bourses pour permettre aux jeunes filles qui étudient l'économie d'aller jusqu'au bout de leurs rêves économiques, et en particulier en matière macro. Il ne faut pas les laisser s'écarter de ces matières-là. C'est trop important. On ne peut pas ne pas investir tous les domaines et se donner les moyens et les chances d'y arriver. Donc un certain nombre d'institutions, notamment la Banque Centrale Européenne, se sont fixés des quotas. Nous, on a doublé le nombre de femmes qui sont à des postes de direction au sein de la BCE depuis 5 ans. On sera à 40% de dirigeantes en 2026, c'est la cible que nous nous sommes fixée. Et surtout, on travaille pour faire monter on appelle ça dans les tuyaux,
les femmes compétentes, qualifiées, et qui seront les dirigeantes de demain et qui me remplaceront. C'est fondamental d'investir dans leur avenir et de les engager à avoir premièrement confiance en elles et avoir le courage de briller parce qu'elles ont les talents, elles peuvent le faire. Je vais vous donner... Ça fait plus de 40 ans que je travaille dans ces milieux très masculins et que je défends la cause des femmes. Je n'ai pas encore vu une seule jeune femme ou que j'ai travaillé dans le secteur privé, au ministère des Finances, au Fonds monétaire international ou à la Banque centrale européenne, qui soit venue me demander une augmentation supplémentaire de salaire ou un bonus plus important parce qu'elles pensaient qu'elles étaient meilleures. Des hommes, j'en ai vu des tonnes, mais des femmes, non. Louise? Alors moi, j'aimerais évoquer les femmes africaines dans le petit commerce. C'est un monde qui fait vivre le monde en Afrique. Les femmes qui se lèvent très tôt le matin, qui quittent leur village avec leur grand panier de tomates et de pommes de terre et qui vont au marché. Je pense qu'il faut vraiment comptabiliser tout cela. Nous, à l'Organisation internationale de la francophonie, nous avons des petits projets. Il faut qu'on ait un peu plus d'ambition. Nous avons des petits projets qui sont... on octroie des petits montants et des montants pas si petits que ça. On a commencé un fonds pendant la pandémie, un fonds de 3 millions d'euros, pas beaucoup pour ce qu'il y a à faire. Et depuis 2020, je visite un peu les bénéficiaires dans différents pays, le Togo, le Liban. J'étais au Cap-Vert il y a quelques semaines. Eh bien, ces femmes-là, elles font des choses formidables, avec très, très, très peu d'argent. Ce qui est un ticket de restaurant à Paris fait vivre 1 ou 2 ou 3 familles dans ces milieux-là. Et donc, pour moi, la reconnaissance de la contribution de ces femmes qui font le petit commerce, parfois très informel, à l'économie de leur pays, à la fin, c'est une très, très grande contribution. Je ne sais pas si Christine a eu la même expérience en visitant différents pays, mais c'est un monde qui ne reçoit pas les éloges qui devraient vraiment aller vers ces femmes-là. Elles sont fortes, elles sont résilientes, elles produisent beaucoup avec très, très peu, et elles sont partout, partout dans le monde. Et donc, je voulais juste attirer l'attention sur ces femmes-là parce que leur courage et parfois des femmes qui ont un niveau minimal d'éducation ou peut-être pas d'éducation, mais qui, moi, je pense que les femmes sont nées intelligentes, mais... Non, et en plus... Non, mais c'est vrai. Quand vous voyez des femmes, ce qu'on appelle communément les femmes du village dans nos pays du Sud, comment aujourd'hui elles manipulent un smartphone. C'est incroyable. Elle n'a pas fait 2-3 ans d'école primaire. Elle sait payer les études de ses enfants. Elle sait arriver à l'heure pour faire ses commandes. Elle ne connaît pas les maths. Et c'est des femmes qui, dans leur vie, dans leur quotidien, contribuent énormément, non seulement à l'économie de leur pays, mais aussi à l'épanouissement de leur famille. D'ailleurs, je pense que le moment est venu aussi de reconnaître les femmes qui travaillent de chez elles, qui sont considérées comme des femmes sans emploi. Alors qu'en réalité, c'est des femmes qui travaillent du matin au soir et qui contribuent énormément au bien-être, y compris le bien-être économique de leur famille. Christine, tu voulais dire quelque chose? Tu voulais rebondir? Non, je voulais juste ajouter au propos de Louise, c'est que c'est une activité économique qui n'est pas comptabilisée, oui, qu'on c'est ne le retrouve PNB non marchand. nulle part, oui. et dont on parlera pour l'éternité, mais qu'on ne reconnaît pas. Laurence?
Alors moi, je voudrais juste revenir peut-être au début de ce que tu avais dit sur tous les progrès qu'on avait faits, pour dire qu'en fait, il ne faut jamais oublier qu'il peut suffire d'une crise politique, économique, religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Et on le voit, on l'a vu avec l'Afghanistan, on le voit avec l'Iran. En 1950, les femmes en Iran, elles étaient habillées comme nous et elles allaient danser. On le voit pour l'accès à l'avortement des femmes ukrainiennes. En général, elles sont réfugiées en Pologne, et en Pologne, le droit à l'avortement est tout sauf évident. On le voit aux États-Unis, puisqu'on a eu Roe versus Wade, et donc il y a des États qui reviennent sur ce droit à l'avortement. Et c'est d'autant plus important que c'est en général des pays... on pensait que ce serait toujours des pays qui étaient économiquement moins développés qui remettraient les droits des femmes en question, mais on a la preuve que ce n'est pas vrai. Alors j'ai un appel à vous faire. Les députés européens ont lancé quelque chose qui s'appelle le pacte Simone Veil. Et leur ambition, c'est que dans chaque Parlement national des 27 pays membres de l'UE, on mette toutes les législations sur le droit des femmes au niveau le plus haut de celui du meilleur pays de l'Union européenne. Donc parlez à vos députés européens et poussez-les à faire ça pour la campagne des européennes. Merci. Merci beaucoup Laurence. C'est une grande idée parce qu'effectivement, il y a des avancées, mais il y a aussi malheureusement beaucoup de recul. Ce n'était pas qu'en Iran où le droit des femmes était... en Égypte, c'était pareil. Enfin, il y a eu un mouvement en arrière. Et d'ailleurs, d'après les indices de la Banque mondiale, la situation la pire en termes d'égalité de droits, c'est le Moyen-Orient et c'est l'Afrique du Nord. L'Afrique subsaharienne est beaucoup plus hétérogène. Il y a des pays comme le Soudan où c'est terrible, mais il y a des pays comme le Rwanda où c'est très bien. Donc le pire du pire, c'est vraiment... je sais... Alors c'est difficile de dire que c'est culturel, ça l'est peut-être pas, c'est peut-être juste des corrélations avec la pauvreté, mais il y a des endroits très pauvres où les droits des femmes sont quand même beaucoup plus respectés. Et comme effectivement... alors il faut bien comprendre que quand on s'en prend aux femmes, on s'en prend à des tas d'autres minorités ou communautés. C'est pas... Voilà, donc je pense que le droit des femmes, c'est effectivement quelque chose qu'il faudrait graver dans le marbre. Ça fait une société plus juste et plus efficace. Alors j'aimerais revenir sur l'idée que les femmes, par exemple aux États-Unis, qui sont élues, sont plus performantes que les hommes. Ça, c'est un signe de discrimination. Moi, je rêve d'un jour où on n'aura pas ces 3 femmes exceptionnelles qui nous parleront, mais des femmes très moyennes, qui seront tout aussi médiocres que les hommes qu'on entend très souvent. Parce que ça sera le signe qu'on a terminé avec la discrimination. Et l'Europe, je répète, c'est un phare dans la nuit en termes de droits des femmes. Donc, mais néanmoins, voilà, ça subsiste. Donc si j'essaye un peu de résumer où on en est en termes des solutions, on a évoqué les quotas, et ça marche, parce qu'on peut avoir l'idée que les femmes, ça va être une catastrophe, et puis quand on les essaye, on se dit, ben non, finalement, voilà, la boîte, elle coule pas, bon, les lois se votent, enfin bon, donc tout a l'air de fonctionner. Les rôles modèles qu'évoquait Louise, c'est-à-dire mettre des femmes à des places où on ne les attendait pas, et là encore, alors évidemment celles qui arrivent en général c'est des femmes exceptionnelles, parce que quand on est dans un monde discriminant, il faut être exceptionnel pour persévérer, et ça fonctionne aussi. J'ai retenu les écoles non mixtes, alors ça, bon, ça ne va pas être très consensuel, mais ça pourrait être éventuellement une solution, notamment pour l'enseignement des sciences. Les femmes, depuis notamment la réforme du bac, avaient déserté complètement l'étude des mathématiques, et ça c'est indispensable pour plein de professions qui sont effectivement assez peu féminisées. Et une autre chose donc, qui a été évoquée, c'est comptabiliser le PNB non marchand. Je crois que c'est très important parce que effectivement quand on se penche sur la production non marchande, par exemple, si on doit investir dans quelque chose, on va peut-être le faire dans un puits et pas dans une route, parce que c'est là où les femmes passent le plus de temps. Mais si vous ne le comptabilisez pas, à ce moment-là, vos décisions d'investissement sont différentes. Donc voilà à peu près les différentes choses que j'ai retenues.
On va peut-être faire un dernier tour de table pour voir si j'ai oublié quelque chose. Et donc, Christine Lagarde, si vous avez quelque chose à rajouter sur cette panoplie modeste de solutions, je serais évidemment intéressée. Je crois qu'on enfonce un peu beaucoup de portes ouvertes. Le seul problème, c'est que les portes, souvent, elles se referment ensuite et que beaucoup de jeunes femmes se trouvent bloquées dans leur progression, empêchées d'aller plus loin, n'ont pas de soutien, etc. Donc, je pense qu'il faut chacun, là où on est, essayer de trouver des solutions de soutien et d'encouragement. Il y a un bouquin très, très joli qui a été écrit par une journaliste de la BBC, avec Claire Shipman, qui est une chercheuse à Harvard sur ces questions-là, qui s'appelle Le Code de confiance, et qui démontre de manière très empirique et à la fois très évidente que le capital de confiance dont on dispose jusqu'à l'âge de 7-8 ans, entre 8 et 13 ans, il diminue d'environ 30% pour les filles. C'est-à-dire que vos filles ou vos petites filles à 8 ans qui ont envie d'être astronautes, pompiers, mathématiciennes ou je ne sais quoi, ben entre 8 et 13, ça se dilue un peu. Il y a 30% de ce capital confiance qui disparaît. Donc je pense qu'en tant que parents, en tant que grands-parents, il faut qu'on soit très très attentifs à préserver ce capital de confiance des jeunes filles et qu'on les aide à continuer à réaliser leurs rêves, puisqu'elles les ont eus, ces rêves. Comme tu disais tout à l'heure, Louise, les femmes sont intelligentes, les femmes ont des rêves, les femmes ont un capital de confiance. Il faut juste les aider et leur permettre, comme disait Ruth Bader Ginsburg, laissez-les respirer. Laissez-nous respirer. Et donc, pour ce capital confiance, est-ce que l'école non mixte n'est pas une solution, puisque... J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Je ne suis pas spécialiste de pédagogie, d'éducation et de la valeur de la mixité ou de la non-mixité. Je crois qu'on peut pas avancer dans des... Il y a peut-être des moments de la vie des jeunes filles et des jeunes hommes où c'est peut-être plus propice de travailler séparément et d'épanouir toutes ces compétences et de gagner en confiance pour ensuite aller vers des chemins de mixité qui sont quand même le principe de nos vies. Merci. Louise ? Moi, j'aimerais peut-être, pour conclure, évoquer quelque chose que j'ai remarqué beaucoup avec des filles, des jeunes filles, adolescentes, même un peu plus âgées. Moi-même, quand j'avais, il y a très très longtemps, 20 ans, c'est le manque d'ambition, le fait d'hésiter, de ne pas être sûr qu'on veut y aller. Et ça bloque beaucoup les jeunes filles. Ça, c'est dans toutes les cultures et dans le monde entier, en tout cas d'après mes observations. Moi, quand je suis allée faire mes études aux États-Unis, j'avais 20 ans, 19 ans, 20 ans. C'est un milieu tout à fait nouveau pour moi. Je viens d'un petit pays perdu au cœur du continent. J'arrive à l'université du Delaware, l'université de Joe Biden. Et 25 000 étudiants, je n'avais jamais vu ça. Je me disais, mais comment je vais faire? Je suis arrivée ici, ça aussi c'était compliqué, mais je suis ici. Est-ce que je vais pouvoir réussir? Et je voulais absolument prouver à mes parents que j'étais capable de réussir rapidement, parce qu'ils avaient dépensé beaucoup d'argent pour moi difficilement. Après, une petite africaine, je venais d'un pays très ensoleillé, très vert, etc. J'arrive, il y a un gros hiver, j'avais jamais vu l'hiver, sauf dans les livres. Et je me dis, mais comment je vais me lever? J'essayais de me lever, il faisait très noir. Je dis, mais je retourne au lit. Je vais prendre mes cours la semaine prochaine. Je ne peux pas. Et j'ai beaucoup d'exemples comme ça où tu te dis, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir? Et vraiment, c'est un message aux jeunes filles. Allez-y.
Laurence. C'est pas facile, hein. Alors, en général, on finit ce genre de discussion en disant merci beaucoup, je dois beaucoup à mon mari qui m'a beaucoup soutenue, qui m'a permis de faire ma carrière tout en élevant les enfants. Et là, les jeunes femmes vous disent surtout pas, c'est normal. Alors moi, je voudrais dire merci. Merci au rôle modèle, merci à Christine Lagarde, merci à Louise, merci à Emmanuel, merci à Claire, merci à toutes ces femmes qui sont assises ici, qui nous ont fait rêver, soit parce qu'elles étaient devant nous, qui nous ont encouragés, parce qu'elles étaient à côté de nous, et aux jeunes qui nous poussent. Merci, merci les filles. Bien. Ça sera donc le mot de la fin. Derrière chaque femme puissante se cache un homme formidable. Et,